Allez, bonsoir à tous. On va commencer ce webinaire du vendredi soir, hein, le rendez-vous des passionnés de l'immobilier. Ce soir, nous avons avec nous Monsieur Karl Gruan de la société Satia Conseil qui va présenter un petit peu son activité et balayer deux thématiques ce soir en une. Enfin, c'est l'ingénierie et le financement outre-mer. Donc, on va parler de l'hébergement touristique et du logement intermédiaire. Donc, bonjour à tous, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent et ceux qui vont nous rejoindre en cours de route. Alors, le même principe, hein, si vous avez des questions, et n'hésitez pas à en poser, eh ben, vous accédez aux questions-réponses. Donc, vous envoyez votre question et je me ferai le plaisir de la retranscrire à Karl Gruan qui est avec nous ce soir. Et, euh, et donc, n'hésitez pas, c'est notre moment. Nous sommes là pour une petite heure, un quart avec les questions, s'il y a beaucoup de questions. En tout cas, n'hésitez pas. Et on remercie déjà, au nom du club des investisseurs, Karl, d'être présent et de nous accorder ce moment privilégié. Alors, bonsoir, Karl. Bonsoir Eric, merci pour l'invitation. Ben, c'est un plaisir, une première et un plaisir. Donc voilà. Alors, si tu peux te présenter et parler un petit peu de ton activité. Alors, je ne vais pas trop parler de moi, mais je vais parler de la société que je représente, Satia Conseil, dont je suis directeur général. Donc, Satia Conseil, on est ce qu'on appelle monteur en opération de défiscalisation, loi Girardin, basé à Trois-Îlets, donc en Martinique, avec un établissement en Guyane, avec 3 collaborateurs, un établissement en groupe avec un collaborateur, un établissement à La Réunion avec 4 collaborateurs et mon associé qui est basé à Lyon et un collaborateur qui est basé à Paris. Et le plus gros du staff, mais qui est aussi le staff administratif et commercial, qui est en Martinique. Donc en Martinique, on est 7 au total, ce qui fait un total de 17 collaborateurs. Donc c'est une petite société familiale, j'allais dire, avec moins de 20 personnes. On fait de la défiscalisation depuis 2007, donc ça fait affaire un peu moins de 15 ans. On est spécialisé donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le Girardin, donc le 199 ou DCSB du Code général des impôts, et depuis quelques années, en fait, le 244 Quater W dit crédit d'impôt. Donc, je vais parler des deux sujets, notamment ce qui vous intéresse particulièrement sur l'habitat, donc soit la location saisonnière, soit le logement dit intermédiaire. Il faut savoir que le 199 regroupe aussi l'industriel de bâtiments, donc des structures de bâtiments, des imprimeries. On a fait des imprimeries, on a fait une scierie, on a fait des choses comme ça qui rentrent aussi dans ce secteur-là. Mais le public de ce soir étant plutôt un public privé, perso, vous serez moins intéressé par ce volet-là, en fait, industriel, immobilier industriel. C'est ça. Si tu veux, on peut rentrer directement sur le premier sujet. Alors, pour donner un peu de chiffres sur Satia Conseil, donc ça fait 14 ans, on gère aujourd'hui à peu près 320 millions d'euros d'actifs sur à peu près 700 sociétés. Et on fait entre 25 et 30 millions d'euros d'actifs d'investissement par an dans le 199B, donc la défisque dite loi Girardin. Alors, la première chose, ça peut surprendre un petit peu, c'est la transition avec la location saisonnière. La location saisonnière, on dirait que c'est des appartements, c'est des villas, mais ça n'a rien à voir avec l'industriel. Eh bien, si, ça rentre dans l'industriel, en fait, après par défaut, parce que dans le 199, il y avait le A, qui était l'habitation privée ou locatif. On ne fait plus aujourd'hui. Le C, qui était le logement social, et le B, qui était l'industriel. Et en fait, la location saisonnière, c'est une activité commerciale, donc ça rentre en fait dans le secteur du B. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire rentrer dans le secteur du B? C'est que quand vous le faites de manière commerciale professionnelle, vous pouvez bénéficier d'une subvention fiscale
On va parler comme ça, parce que quand on parle de défiscalisation, ça peut être un peu impropre par rapport à la compréhension du schéma. Vous pouvez bénéficier d'une subvention fiscale qui va être entre 25 et 30%. Je pourrais vous expliquer l'origine des pourcentages après dans la lecture du texte. Entre 25 et 30% du montant global de la base défiscalisable. Globalement, la base défiscalisable, ça va du terrain jusqu'à la petite cuillère. D'où viennent les 25 ou 30%? Je vais vous parler en fait ce soir de deux articles de loi du Code général des impôts. Donc l'article dont on parle tout de suite, c'est l'article 199, donc le chiffre 199, plus loin UNDECIES, UNDECIES, et la lettre un peu plus loin, la lettre B, comme bravo, du Code général des impôts. Donc, vous tapez ça sur Google. En général, sur la première page, vous allez trouver sur Légifrance 189 UNDECIES-B. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien. Vous allez voir, ce n'est pas très long l'article. Il doit faire 4-5 pages. Il a beaucoup de versions. On a une 20 ou 30 versions de cet article-là. Parce qu'il a été revisité plusieurs fois, voire même des fois plusieurs fois dans la même année. Donc, je vous invite à lire bien évidemment la dernière version et on attend toujours en fait la version de la loi de finances qui va. Donc là, on est sur la version. En général, actuellement, ça ne change plus beaucoup. Je dirais ils ont pas mal balayé, ça change plus beaucoup. Mais dans un mois, on aura une loi de finances pour 2022 et il n'est pas impossible qu'on ait des nouveaux articles qui soient supprimés, rectifiés, modifiés, récupérés sur des taux, sur des choses nous concernant. Donc, on attend toujours, en fait, fin décembre, la loi de finances de 2022 pour voir un peu à quelle sauce on va être mangé. Alors, on sait que l'État rabote un petit peu toutes les niches fiscales. Et à chaque fois qu'il y a une loi de finances, les taux sont réduits. Quel a été le taux de cette subvention fiscale au plus fort Alors, il y a eu, moi je ne l'ai pas connu, je suis arrivé dans les fiscs en 2006, je ne l'ai pas connu, mais il y a eu du 100% de défiscalisation. Ouais. Et il y a eu, ça s'appelait les lois Paul et les lois Cons, à une époque, ça a été du 100%. Avec, on pouvait défiscaliser après aussi également des subventions, ce qui aujourd'hui n'est plus possible. Aujourd'hui, moi j'ai connu les taux de 50%. Aujourd'hui, on a un taux dit de défiscalisation. Donc, quand on parle de défiscalisation, nous, on a deux clients. On a des clients qui cherchent à réduire leur impôt sur le revenu, qui sont domiens, qui sont essentiellement en métropole, d'où mon associé qui est basé à Lyon, un collaborateur qui est basé à Paris, parce que c'est des zones de captage de clientèle en fait, d'investisseurs, qui, eux, cherchent à réduire leur IRPP, leur impôt sur le revenu des personnes physiques. Mais en Martinique, on est tout à fait éligible aussi, dès lors que l'on paye de l'impôt, en fait. Et des clients domiens, là par contre, obligatoirement, qui cherchent à faire des investissements. Donc, ça peut être le patron d'une société de BTP qui veut acheter une pelle mécanique, c'est le plus classique, le plus représentatif, facile à intégrer dans l'édifice industriel, mais aussi monsieur et madame tout le monde qui veut faire de la location saisonnière de manière, je répète une fois encore, professionnelle. Pourquoi professionnelle? Parce qu'à un moment donné, il va falloir passer par une société d'exploitation commerciale. On ne pourra pas le faire sous une forme d'entreprise individuelle, sous une forme de société civile. Il faudra à un moment donné, dans le schéma, si vous êtes intéressé par l'outil, créer une SAS, une SA, une SARL, dont l'objet social, c'est la location saisonnière. D'accord. Après, sur ce principe-là, le plus dur dans la location saisonnière, bon, en dehors de la période que vous connaissez tous là, depuis 1 an et demi, qui freine énormément le développement des dossiers. Pourquoi? Parce que tout simplement, à un moment donné, dans le schéma, quand je vous dis que vous allez avoir 25 à 30% d'aide, classiquement, dans un schéma, vous mettez 10%, la SNC va mettre entre 25 et 30, et il faudra aller emprunter à 60-65% auprès d'une banque. Si vous n'avez pas les ressources nécessaires en fonds propres, et je vous invite à aller emprunter, parce que plus on peut l'emprunter, mieux on a un effet de levier auprès d'une banque. Et c'est là que le bas blesse actuellement, parce que les banques, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, Covid, pas
visibilité sur la sortie Covid. Et c'est une période qui est transitoire, mais c'est comme ça aujourd'hui. Les banques, elles sont un petit peu, elles prennent des cas de fer pour prêter. C'est ça. Alors, elles disent pas non sur tous les projets. Ça va dépendre de la qualité de signature du porteur de projet, de la qualité du projet. Mais en gros, moi, je travaille pas mal avec le Crédit Mutuel, la BRED. Le Crédit Mutuel, l'été dernier, a dit, au-delà de 500 000 euros d'investissement, on n'ira pas. Donc 500 000 euros, ça vient assez vite. Hein. 2-3 petits bungalows sur un terrain, on y est rapidement, 500 000 euros en fait. Et aujourd'hui, ils ne vont pas sur des projets au-delà. Donc il faut des fois tordre un peu le cou au Crédit Agricole, à la BRED, mais on a du mal. Les projets sont longs à sortir parce qu'il faut les séduire, rassurer les banques, etc. Et aujourd'hui, on n'est pas encore sorti de cette situation Covid. On a beau leur montrer, moi je leur montre les bilans que l'on a aujourd'hui sur ces exploitations-là. Je gère aussi 13 bilans en location saisonnière, donc je sais concrètement de quoi il retourne. Mais on a du mal à les séduire. Et puis, dès qu'il y a le moindre, les avions qui sont arrêtés, aux périodes de confinement, pour faire sortir un dossier en financement, c'est loin d'être évident. Et avant crise, ils finançaient à quel montant avant crise? Le schéma classique sur EDI, c'est 10%. Sur un dossier, tu veux faire un dossier à 600 000 euros. Les derniers que j'ai sortis faisaient à peu près 800. Là, tu fais un dossier à 800 000 euros. La banque va te demander de mettre 80 000. La SNC va mettre 240 000, donc 30% des 800 000. Je parle hors taxe, parce que la TVA, on va pouvoir en parler tout à l'heure, donc on la récupère. Et on va solliciter la banque pour la différence. D'accord. Et ces dossiers-là, je dirais, c'était, j'en passais 1 ou 2 par semaine. Au niveau des banques, à l'époque où on avait le tourisme, en fait, qui faisait plus 10 maisons, notamment en Martinique, les banques appréciaient beaucoup ce produit-là parce qu'ils ont un sous-jacent, de toute façon, qui est l'immobilier. Donc là, et même si on n'arrive plus à payer, ils récupèrent la maison, ils la vendent aux enchères, sachant qu'elle a été financée déjà à 40%. Donc eux, ils ont prêté que 60%. Hein. D'accord, ils ont toutes les garanties, ils ont l'hypothèque, ils ont tout. Donc les banques finançaient assez facilement. Aujourd'hui, c'est la crainte de ne pas avoir en fait d'exploitation derrière. Classiquement, dans un schéma de défiscalisation, sur le business plan, on compte en moyenne 22 semaines. Donc là, les impôts, dans les derniers dossiers d'agrément que j'ai déposés, m'ont demandé de passer à 26 semaines d'exploitation. Ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, parce qu'on a moins de touristes, on a le Covid qui est là, mais ils me demandent de passer en exploitation à 26 semaines. J'aurais posé la question, qu'est-ce qui avait changé, parce que je n'ai pas vu d'amendement, je n'ai pas eu de changement particulier sur pourquoi passer de 22 à 26. Je n'ai pas eu de réponse concrètement. De toute façon, le schéma, s'il tourne à 22, il tourne bien à 26 aussi. Il n'y a pas de souci. On a un taux de remplissage de 50% qu'on met dans les comptes. Les banques, ils ont tendance encore à dégrader de 80% le chiffre qu'on leur met, mais voilà, globalement, ça passe. Sur la location saisonnière, il ne faut pas se faire d'idée, on ne gagne pas. Si on fait 2-3 bungalows avec les installations des charges de gestion, on ne paye pas un salaire. Hein. Ça, c'est entendu tout de suite. Hein. Ça se paye tout seul, mais pour pouvoir dégager un salaire, moi aujourd'hui, sur les comptes que je fais sur des petits F3, il faut au moins 5 ou 6 villas. Et le pouvoir les gérer tout seul. C'est-à-dire, mais là, c'est très chronophage. Si on a un autre métier, qui est le cas de beaucoup de porteurs de projets qui veulent se faire du patrimoine, par contre, c'est très chronophage d'accueillir les clients, d'aller déboucher un évier, d'aller réparer une pile, d'aller changer une ampoule. Hier, sur les locations, on nous a appelé parce qu'il n'y a plus assez de pression. Donc, tout simplement, il faut dévisser un peu le filtre parce qu'il y a un peu de sable dedans. Il n'y a plus de gaz dans le barbecue. C'est toujours bon, ils veulent faire un barbecue, il n'y a plus de gaz, c'est normal. Donc, si on a pris une bouteille de rat, ils vont râler, ils vont envoyer un message à 22 heures. Et c'est ça, c'est le quotidien. Donc, si vous habitez loin de votre lieu d'exploitation, c'est tout de suite compliqué. Ouais, c'est clair. De toute façon, c'est une problématique que tous ceux qui sont
qui sont dans cette activité-là connaissent. Hein. Dès lors où on fait appel à une conciergerie, ben, c'est déjà 20% en moins sur C'est ça, c'est ce qu'il faut revenus. prévoir. Les frais, c'est 20%. Voilà. Donc, Alors après, ça dépend voilà, des compositions. S'il y a monsieur et madame, il y en a un pour un des deux, ça peut faire un complément de revenu et c'est le terrain d'en bas ou dans le lotissement, etc. Ça peut bien le faire. Si par contre, monsieur et madame travaillent à des heures pas possibles, etc., ça va être difficilement gérable. Il va falloir, il faut tout de suite intégrer une conciergerie qui va opérer en fait le résultat. Et pour autant, le patrimoine, il va être, ça se paye tout seul. Alors, je reviens sur ce que tu dis. Globalement, ça se paye tout seul. Les banques, effectivement, sont frileuses parce que la crise est venue mettre un petit peu le désordre dans ça. Et on a vu hein, les vagues successives ont fait qu'il y a eu un ralentissement dans l'activité. Par contre, le paradoxe, c'est que les taux de remplissage sont toujours assez élevés et les personnes qui font du saisonnier font toujours un chiffre d'affaires même supérieur à celui d'avant-crise. Alors, c'est un petit peu paradoxal et tu expliques ça comment? En fait, il faut rester de manière professionnelle. C'est pour ça que là, quand on est inscrit, alors là notamment, moi je parle de mon cas où on gère 13 villas. Les villas, on est passé par le comité d'organisation du tourisme. Donc, on a labellisé les villas avec des 3 clés vacances. Nous, les nôtres, elles sont 3 clés vacances. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens à un moment donné? Ils vont aller chercher la sécurité aussi. Alors, donc, tout de suite, on a ouvert les facilités de remboursement. Donc, c'est remboursement 100% jusqu'à la dernière minute. Le fait d'être nous présents sur les sites depuis déjà au moins 5 ans avec des 4,5 ou 4,90 d'étoiles. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent de haut en bas et ils regardent rapidement le prix, la sécurité, vous me remboursez. Ils regardent les commentaires. Quand on a plusieurs centaines de commentaires, ils vont s'arrêter là. Donc, ils vont choisir. Et nous, on est bien plein. On a eu aussi la chance hein, dans les villas d'avoir des sociétés qui sont venues notamment faire la maintenance à la Sarah. Donc là, ils nous ont réservé l'année dernière les 12 villas ont été réservées à un moment donné avec différents personnels parce que ça leur permettait, eux, d'avoir tout leur personnel sur le même site. Parce que nous, on a pris l'option en fait, de faire plusieurs villas sur le même site. Donc, j'ai trois programme. J'en ai un à Poucherie, derrière la pharmacie, où il y a sur un petit terrain qui n'est pas très grand, 561 mètres carrés. 561 mètres carrés, on a réussi à faire 2 villas de type F3. Donc, c'est au chausse-pied, c'est tiré. Les villas, elles ne sont pas très grandes. Elles font en surface habitable, elles font 43 mètres carrés, si je ne m'abuse, en surface habitable. On a fait des grandes terrasses, des petits bacs à ponche. On les a mis en espalier pour que la vue de l'une passe au-dessus de l'autre. Vous voyez, sur un terrain de 561 mètres carrés, ça ne fait pas des grosses surfaces foncières du coup. On a fait un terrain de 1230 mètres carrés à Jalna. Là, on en a fait 6 villas, 3 blocs de villas en fait, avec un haut, un bas à chaque fois. Et à Glacy, on a fait la même chose, 3 blocs de villas, donc sur 6 villas sur 1500 mètres carrés. Mais sur les 1500, il y a une bande de 300 mètres, qui est une voie d'accès qui n'est pas exploitable pour la construction. Donc, on revient encore à un terrain de l'ordre de 1200. Et là, j'ai un projet sur Cocoyer que je revends où j'ai un permis purgé de 3 villas, mais de type F4 ce coup-ci, sur un terrain de 1213 mètres carrés. D'accord. Donc, et ça, on voit ce produit-là de faire des petites villas, des 2 chambres. Ça plaît bien parce que les gens, quand ils viennent avec un couple, avec un enfant, ils ont chacun la chambre. S'ils viennent avec les parents, les grands-parents, les voisins, ils prennent plusieurs villas sur le même terrain. Et comme ça, c'est chacun chez soi, mais tous ensemble s'ils veulent être tous ensemble. Et ça plaît pas mal. Ce qui fait qu'on a sur le schéma, là, on a des petites mensualités globalement, pour faire rapidement sur les chiffres, sur un dossier à 250 000 euros. Je vous expliquerai le pourquoi des 250 000 notamment. Sur un dossier à 250 000 euros, on a sur le schéma mis 40 000 euros d'apport exploitant.
il y a 86 000 euros avec la TVA de 65 000 euros plus la TVA, donc ça fait à peu près 86 000 euros d'apport SNC, et il y a 145 000 euros d'emprunt. 145 000 euros d'emprunt sur 15 ans, ça fait grosso modo une échéance de 1 000 balles par mois, donc 12 000 par an. Calculer le truc à l'envers, parce qu'en fait, c'est comme ça, quand tu vas voir les banques, je dis écoutez, ben voilà, on a 1 000 euros par an. La défisque, c'est 5 ans, les investisseurs. Donc, en fait, on a 60 000 euros en fait, de remboursement de prêts sur la période de défiscalisation et on a 65 000 euros de subvention fiscale. Donc, grosso modo, la subvention. Donc, dans le pire des cas, s'il n'y avait pas de locataire pendant 5 ans, la défisque paye les prêts. Oh, d'accord, ok. Donc, et pour ne pas avoir de locataire pendant 5 ans, il faut le faire en période Covid, et même en période Covid, on arrive à avoir des locataires. Il faut le faire un peu exprès. Donc, grosso modo, sur ce schéma-là, ça passe bien. Et la banque a dit, bon, voilà, 1000 euros. Bien évidemment, la banque, elle va regarder la qualité de signature du porteur de projet. Bon, vas-y, voilà, elle regarde les revenus, dire, OK, c'est 12 000 euros. Moi, il faut que je loue en moyenne 1 000 euros par semaine. En haute saison, on est à peu près à 1003. En basse saison, on est aux alentours de 800 euros. Et grosso modo, sur lycée, ça fait à peu près 1 000 euros la semaine. Même les banques, si elles dégradent, voilà, ça passe bien. Sur les comptes, on n'a pas gros efforts de trésorerie. Il y a des années où il faut remettre 1 000 euros en effort de trésorerie. Mais l'année dernière, par exemple, qui était une période Covid, avec les aides fiscales, les aides de fonds de solidarité, etc., on a gagné 10 000 euros l'année dernière. Donc, ce qui a effacé même, c'était le bilan 2020. Hein, là, je peux vous montrer des chiffres de bilan 2020. On a gagné de l'argent parce qu'on a les mois, en fait, c'était le fonds de solidarité, c'était les mois par mois, donc 2020 versus 2019. Les mois où on a bien gazé, ben, on n'a pas demandé l'aide, mais les mois où on avait des bonnes années l'année d'avant, on s'en est bien sorti, puisque comme on a eu des périodes où nous, les gars des Miss, ils sont venus quand c'était des périodes un peu plus grosses pour nous, on s'en est bien sorti. D'accord. Alors, si on rentrait un petit peu dans le vif du sujet, le montage, tu as à plusieurs reprises. Le montage, il est de deux manières possibles. Donc, on pourra vous faire passer, parce que là, j'ai fait passer, Eric, en fait, une plaquette commerciale de Satya Conseil. Alors, grosso modo, sur la location saisonnière, on peut avoir 2 types d'articles du Code général des impôts qui peuvent s'appliquer. Je vous ai parlé tout à l'heure du 199 ou des CSB. Je vais vous le détailler avec le schéma. Et il y a un autre article qui est le 244 quater W, donc 244, plus loin quater QUATER et plus loin la lettre W. C'est l'un ou l'autre. Le 244 quater W, ça s'appelle le crédit d'impôt. Le 189 ou des CSB, c'est la défiscalisation dite Girardin externe, donc subvention fiscale. Je parle du 199 des CSB, ça va marcher avec une SNC. Ça va marcher comme un crédit bail immobilier. Vous choisissez votre projet, ce qui est souvent le plus difficile à faire. En fait, si on part le projet, en général, il faut à peu près 2 ans pour qu'il soit abouti. Pourquoi? Parce que ça commence déjà par le terrain. Le terrain, on ne trouve pas ça sous le pied d'un cheval. Quand vous êtes bien né, vous pouvez éventuellement récupérer dans des cas de succession ou autre, des bouts de terrain. Et c'est un pouvoir immense, parce que pour aller trouver des terrains qui peuvent correspondre à votre projet, actuellement, c'est vraiment pas évident. Donc, le terrain. Une fois que vous avez le terrain, alors s'il vous appartient déjà familial, etc., c'est beaucoup plus simple, parce que sinon, si vous allez l'acheter chez un tiers, parce que vous avez repéré le terrain, par une agence, etc., à un moment donné, le tiers, vous êtes là, mais vous n'êtes pas tout seul. Donc, il va falloir sécuriser le foncier. Et pour sécuriser le foncier, la sécurisation maximum, c'est l'acheter. Mais si vous l'achetez, il peut y avoir 2 frais de mutation, ce qui n'est pas économiquement la solution la plus rentable. Mais il y a des délais qui courent. Si on est en agrément fiscal, d'où l'histoire de 250 000 euros tout à l'heure, quand on est en agrément fiscal, il faut demander l'autorisation à l'administration fiscale. Il faut préalablement, on est en construction, donc il faut demander aussi l'autorisation à la mairie, c'est l'urbanisme, il faut sortir un permis de construire, il faut purger, ça c'est l'autorisation en gros des voisins. Donc le temps de trouver un terrain, de dessiner, de faire chiffrer, de demander toutes ces autorisations,
et le moment d'aboutir, rien que sur les périodes de construction, après sur la construction, ça peut aller plus ou moins vite. Il ne faut jamais estimer que ça va aller très très vite parce que quand ça va très très vite, ça peut aussi être très très mal fait. En gros, grosso modo, il faut compter une année sur la construction. Donc, une année sur la construction et quasiment une année avant sur l'avant-construction, vous êtes à 2 ans. À 2 ans. Entre le moment où vous avez repéré le terrain et le moment où vous avez tourné la clé pour rentrer dedans. Donc, ce sont des projets qui sont assez longs. Et c'est très intéressant parce que c'est quelque chose que vous construisez, c'est-à-dire que vous allez dessiner votre maison, la visualiser, etc. Le voisin ne va pas faire la même chose, mais c'est très chronophage parce qu'il faut passer du temps avec les archives, il faut passer du temps avec les entreprises. C'est votre projet. Moi, Satya Conseil, je vous accompagne dans le montage en fluide financier, dans la récupération de l'aide fiscale. Je peux vous guider, parce que j'aime ça, vers des archives, des maîtres d'œuvre, des entreprises, etc. Mais ce n'est pas mon business, c'est votre affaire. Donc, vous me demandez un électricien, un plombier, un machin, je dis, tiens, avec lui, j'ai vu dans quel dossier, j'ai vu des factures passer, ça s'est a priori plutôt bien passé. Une décoratrice d'intérieur, tiens, il y a elle ou elle. Je vous mets en relation et vous faites votre business. Moi, je prends aucun honoraire, ni frais, ni com, de machin, pour mettre le. Oui, moi, l'important, c'est juste de la mise en relation. C'est mieux la meilleure relation. Après, vous faites votre business. En fait, c'est pas mon truc. Et ça veut dire que vous êtes le porteur de projet. Ça vous oblige, en fait, après le boulot, le soir, le week-end, de dire bon alors, tiens, en fait, j'en suis où? Et puis il faut aller choisir le carrelage, choisir. Voilà, déjà qu'on est dans le choix du carrelage, on en a fait beaucoup avant. Mais il faut aller dessiner, il faut aller penser la maison. C'est un projet. Là, c'est pas un camion que vous allez acheter, vous allez prendre un devis. Ok, je mets 2-3 options. Là, vous allez construire votre camion. Ça part de très loin. Et c'est un projet aussi. C'est un projet d'une vie, quoi. C'est votre patrimoine. C'est ça. Donc, en 199, ça marche comment? Vous faites votre projet, donc vous trouvez le terrain, vous construisez, etc. Et on passe d'une enveloppe. À un moment donné, il faut aligner les chiffres. Alors, sur le papier, les chiffres, ça coûte pas cher. Après, est-ce que ça va passer ou pas? Grosso modo, quand vous avez les chiffres, je vous ai parlé tout à l'heure de 250 000 €, c'est une frontière au niveau des impôts. Si vous êtes sur un programme d'investissement qui fait moins de 250 000 €, on est dit en plein droit. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin, le plein droit, donc l'article 199, on n'a pas besoin de demander l'autorisation préalablement aux impôts. Par contre, dès lors que l'on dépasse ces 250 000 € dans le cadre du 199, le seuil est différent dans le cadre du 244, on doit solliciter les impôts préalablement avant de faire le projet. Alors, solliciter les impôts, nous, on a l'habitude de le faire. Ce n'est pas problématique en soi. On a plus de 150 agréments à notre actif, et notamment en location saisonnière. C'est juste que si vous faites un dossier qui fait 251 000 €, la règle, c'est 250. C'est pas, si vous dépassez les 250, même de 100 €, on passe dans la notion d'agrément. Donc, à un moment donné, si vous êtes à 251 000, il vaut mieux se débrouiller pour être à 249, parce qu'à 2 000 € près, vous devez demander une autorisation supplémentaire à quelqu'un. Par contre, si on a un projet de 600 000 €, il n'y a pas débat, on est en agrément, et les délais de l'agrément ne se cumulent pas avec les autres délais. On peut, aujourd'hui, en fait, nous, on dépose les dossiers d'agrément au moment où on est prêt à déposer les dossiers à l'instruction du permis de construire. Okay, comme le délai d'instruction de permis de construire, c'est entre 3 et 5 mois, le délai de l'obtention de l'agrément, c'est 2 mois pour les impôts. Donc, dès lors que l'on dépose, on a un cachet des impôts, date de dépôt. Dans les 2 mois, ils sont obligés de nous donner une position ou nous dire qu'il manque une pièce, etc. En général, le jeu, c'est que 2 mois, moins une semaine, ils nous disent qu'il manque une pièce, ils ont au dossier, mais on complète le dossier, on repart pour un nouveau délai et en 3 ou 4 mois, on obtient l'agrément. Donc, on obtient l'agrément quasiment en même temps qu'on obtient le permis de construire. Donc, l'agrément fiscal n'est pas en soi problématique. Et l'avantage, c'est que ça rassure la banque. Pourquoi? Parce qu'il y a un tiers, il y a notamment l'État qui a été mettre son nez là-dedans. Et donc, la banque, elle est plutôt contente et plutôt rassurée quand l'administration fiscale a dit OK. Pourquoi? Parce que l'agrément fiscal, c'est quoi?
C'est le point d'entrée, c'est la Direction générale des services fiscaux, mais qui envoie le dossier à la préfecture, donc le SGAR, le TPG, ils ont tous le dossier à un moment sur le bureau, ils donnent leur avis. Bon, bien sûr, ça va dans les services, chacun des services prend un avis. Les impôts voient le montage, mais bon, le montage, il est un peu classique et connu, donc sur le montage, il n'y a pas grand-chose à dire. En fait, la préfecture doit donner un avis favorable dès lors que le projet présente un intérêt social et économique pour le département. D'accord. L'intérêt économique, il n'y a plus trop à le démontrer aujourd'hui. Il n'y a pas trop à démontrer parce que d'ailleurs, la région, en fait, dans son schéma régional de développement de la région, l'a mis comme axe prioritaire. En tout cas, il était il y a 2 ans, en axe prioritaire. Donc, si on a axe prioritaire, je vois mal la préfecture dire non. Si, c'est écrit dans le schéma. La difficulté, souvent, ça vient sur le social. Parce que si on fait un petit bungalow de 250 000, on va mettre des virgules de personnes à s'en occuper, quoi. Mais c'est les graineries qui font le sac de riz, et quand il y a plusieurs villas dedans, on crée de l'emploi, en fait, souvent indirect, avec ce volet-là. Donc, c'est important de le signaler et de le professionnaliser, en fait, ou de créer son propre emploi avec des virgules sur la notion d'agrément. Donc, en général, on dépasse 5, 6. De toute façon, on a des 4,5 pour le check-in, le check-out. Pour le ménage, ce n'est pas toujours les mêmes personnes. Pour la conciergerie, ce n'est pas toujours les mêmes personnes. Pour l'entretien des piscines ou les espaces verts, ce n'est encore pas les mêmes personnes. Donc, on a des virgules de postes. Et en général, ça se passe assez bien. D'accord. Je vais juste m'assurer que tout le monde a bien compris le principe. Si vous avez des questions, vous pouvez nous faire parvenir vos questions. Alors, comment ça se passe sur le 199 avec la SNC? La SNC va être comme un crédit bailleur immobilier. Donc, la SNC va, au final, acheter tout ce que vous avez choisi, tout ce qui a été, on va parler de l'agrément, tout ce qui a été agréé. Vous faites un dossier, vous prévoyez un dossier à 800 000 euros. Okay. Donc, la SNC achète le terrain, va payer le VRD, le gros œuvre, la peinture, l'électricité, la plomberie, la charpente, etc. pour votre compte. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, SNC, que veut dire? Société en nom collectif, en fait. D'accord. Pourquoi la SNC? Pourquoi cette société? Parce que ça permet, en fait, les associés de la SNC, ce sont eux qui vont défiscaliser. Quand on parle de défiscalisation, ce sont ceux qui investissent dans la SNC, qui apportent, en fait, la subvention fiscale que vous allez toucher, qui vont défiscaliser. Alors d'ailleurs, quand je dis que vous allez toucher, parce que je suis parti du principe que vous étiez exploitant domien, mais vous pouvez très bien avoir la double casquette, d'être d'un côté exploitant et de vouloir faire une défiscalisation sur votre propre impôt sur le revenu dans la SNC dans laquelle vous allez être exploitant. Vous pouvez avoir les deux casquettes, exploitant et investisseur. D'accord. Qui choisit les investisseurs qui font partie de la SNC? Est-ce que c'est toi, est-ce que c'est Satya Conseil qui les… Alors, nous, ouais, c'est Satya. Alors, Satya Conseil, en fait, c'est notre métier, justement, d'aller chercher les investisseurs qui vont vous apporter cet argent-là. Donc, les investisseurs, de l'autre côté, nous, on a des investisseurs qui nous donnent qui nous font des réservations, qui nous disent ça marche en renta, ils nous disent voilà, j'ai besoin de 10, 20, 30 000 euros de réduction d'impôt pour cette année. Et alors après, ils ont des desiderata. Je veux investir avec mon copain, ma cousine, ma tante. Je veux plutôt de la location, plutôt de l'immobilier ou pas d'immobilier. Je veux plutôt de la Martinique ou de la Guyane. Bon, des fois ils disent moi, je veux juste la réduction d'impôt, la renta. On leur offre des produits de rentabilité qui sont entre 23 et 16%. Selon le début ou la fin de l'année. Donc, ils cherchent de la renta, point barre. En fait, eux, leur renta, côté investisseur, elle est one shot. C'est-à-dire qu'avant le 31 décembre de l'année, ils doivent avoir souscrit dans la capitale, dans la SNC, pour pouvoir, au titre de leur déclaration de mai de l'année d'après, faire leur IRPP. Alors,
avec le changement, voilà, je dilase un peu avec les investisseurs, mais avec le changement avec le prélèvement à la source, avant le prélèvement à la source, une fois que vous aviez fait la première fois votre investissement, vous n'avez payé plus d'impôts, parce que du coup, vous aviez effacé, vous avez anticipé pour répartir l'impôt, donc vous ne payez plus d'impôts. Et donc, du coup, il n'y en avait plus de tiers provisionnels non plus. C'est un peu couillon maintenant avec le prélèvement à la source, parce que les investisseurs payent quand même l'impôt, donc entre janvier et décembre de l'année, ils payent l'impôt. Mais au moment de mai l'année d'après, ils vont dire, au fait, j'ai fait une réduction d'impôt. Donc, ils vont faire leur déclaration avec les documents qu'on va leur donner, la 2042 UM, etc. On leur prépare tous les documents. Et ils vont solliciter en fait un remboursement des impôts qu'ils ont payés. Donc, ça veut dire qu'en fin juillet, cette année, c'était entre le 24 juillet et le 4 août, ils dit, vous devez payer 30 000, mais vous avez fait une défiscalisation de 30, donc on vous rend l'argent. Et en fait, nous, ne nous avez pas donné les 30, c'est 30 moins leur renta. Donc, ils récupèrent le cash en août de l'année d'après. D'accord. L'année d'après. De l'année d'après. Ça, c'est côté exploitant. Et vous, côté exploitant, dès lors qu'ils ont apporté leur fonds, leur apport, c'est la subvention que vous touchez. Donc, avant le 31 décembre de l'année, on commercialise au fil de l'eau, du 1er janvier au 31 décembre. Même d'ailleurs, avant le 31 décembre, on arrête notre production. En général, là, dans 15 jours, on arrête notre production 2021 parce qu'il nous faut à peu près encore 15 jours, un mois pour avoir un atterrissage au 31 décembre. Donc, on arrête la prod et on fait les ajustements sur le dernier mois. Donc, on a les fonds tout de suite. Dès lors en général, qu'on est sur une signature chez un notaire, sur une UEFA, etc., on commence déjà par taper dans les fonds SNC avant de solliciter la banque. Là, j'ai un dossier sur 3 îlets. J'ai débloqué la semaine dernière chez le notaire 150 000 € pour la signature du terrain. Je n'ai pas commencé à toucher aux 400 et quelques millions du prêt bancaire. On ne va pas toucher tout de suite. D'accord. J'ai encore un peu de fonds là, pour les fondations et pour le VRD. Et je pense que voilà, en gros, pour finir le gros œuvre, là, on va solliciter la banque, mais sans doute pas avant depuis le début de l'année prochaine. Ça, c'est dans le cas du 199. Après, comment ça se passe? Donc, la banque fait le prêt à la SNC avec les hypothèques, avec les biens, etc. Donc, ça veut dire qu'aussi, économiquement, ça ne vient pas polluer et dégrader en fait votre niveau d'endettement auprès des banques, puisque la banque est prête à la SNC. Ne faites pas à vous, c'est un prêt professionnel. Quoi. Et la SNC va facturer l'exploitant au marc l'euro, donc selon le tableau d'amortissement, au centime d'euro près. Si, selon la qualité de signature, si vous avez emprunté 145 000 € sur 15 ans, un taux de 2%, ça fait 1 000 € par mois, ben, vous serez facturé de 1 000 €. Si c'est 1 000 € 41,12, vous serez facturé de 1 000 € 41,12. D'accord. Plus la TVA. Et en fait, là, la société d'exploitation va être prélevée directement. La banque, en général, on met un virement permanent en place de la société d'exploitation vers le compte au nom de la SNC ouvert dans la ligne de la banque quelques jours avant l'échéance, de manière à ce que le compte soit provisionné juste avant l'échéance. Vous payez juste l'échéance et une fois par trimestre, en fait, la TVA pour les impôts. D'accord. Alors, comment ça se passe le dénouement? Au bout de 5 ans, les associés de la SNC ont fini leur obligation en tant qu'associés. Donc là, si on est sur des dossiers 2021, 2022, 23, 24, 25, 26, en janvier 2027, les associés qui sont dormants pendant les 5 années sortent de la SNC et la société d'exploitation devient associée de la SNC. Donc, la 6e année, vous aurez 2 sociétés à gérer. La société d'exploitation que vous avez gérée pendant les 5 premières années, plus à la 6e année, vous aurez également la SNC à gérer. Donc, l'exploitant devient gérant de 2 sociétés. Il devient associé. Et gérant, oui. D'accord, ok. D'accord. Donc, on lui demande, nous, on fait des opérations de sortie, donc on lui demande à l'exploitant de nous dire, de changer le nom de la SNC, parce que nous, toutes nos SNC, ça s'appelle pareil, ça s'appelle Cap Nord avec un numéro derrière. Donc, on lui demande de changer le nom de manière à ne plus les mélanger avec nos SNC, puisque ce n'est plus les nôtres. On demande à transférer le siège social. Toutes les SNC sont basées à Trois-Îlets à la table. En général, ils mettent soit avec ces autres sociétés, soit au siège à l'adresse du bien. Et on demande un changement de nom de gérant, parce qu'aujourd'hui, c'est Satya Conseil qui est gérant de toutes les sociétés. Et après, ça sera monsieur ou madame tout le monde qui sera gérante à
la société. Donc, ces 3 opérations. On fait les 3 opérations pour lui. Donc là, on ne facture pas d'honoraires pour les 3 opérations, parce qu'on fait en com, mais il faut compter à peu près 600 à 700 euros de frais. Il y a un forfait de l'ordre de 200 euros pour le greffe, il y a une centaine ou 200 euros pour l'annonce légale, il y a les 100 euros de part de la SNC, il y a 50 euros d'RBE, et puis je ne sais plus quoi d'autre, mais en gros, on en a à peu près à 600 euros, mais Satya Conseil ne prend pas d'honoraires pour cette opération, parce qu'on n'est pas expert comptable, on n'est pas avocat, donc on ne facture pas d'honoraires, mais au moins on est sûr que vous récupérez les trucs, et nous, la gestion, ça se termine la 6e année. Et en fait, on vous rend les clés de la société avec les classeurs. Après, il faut voir avec votre comptable nous, on fait le dernier bilan. En l'occurrence, on fera en mai, avant le mai 2027. On fera le bilan 2026, dernier bilan 31 décembre 2026. La charge pour vous de faire le 2027 et les suivants. Alors, est-ce qu'il y a un moment donné, il y a un transfert? Alors, lorsque les investisseurs sortent de la SNC, est-ce qu'il y a un transfert de propriété ou la Non, puisque non, il n'y a pas de transfert de propriété puisque la SNC a déjà la propriété à l'actif de son bilan. Donc, il y a juste une cession des parts. Il y a une cession des parts, voilà. OK. Voilà, parce qu'en fait, la société d'exploitation a le fonds de commerce et la SNC, en fait, a les murs. Donc, le fait de vous donner les parts, vous récupérez en fait les murs. Et ça, dans le cas d'un agrément, c'est déjà écrit à l'agrément, en fait, de modalité de sortie. Vous allez récupérer les parts. OK. Il y a une assemblée générale qui se fait pour pouvoir transférer les parts vers les compétents. Voilà. C'est ça. OK. Donc après, la 6e année, vous avez les frangères. Vous avez, alors ça soit en 149, 244, vous devez l'exploiter le bien entre 5 et 7 ans. Alors cette durée d'exploitation, dans la défisque Gérardin, elle est minimum de 5 ans. Pour tous les biens qui ont une durée normale d'utilisation supérieure à 5 ans, elle est au moins de 7 ans. Dans ce qui est le cas dans l'immobilier, normalement, c'est 7 ans. Donc, le juge de paix, agrément, on a des agréments des fois qui sortent sur 5 ans. J'avouerai, je ne comprends pas toujours les impôts là-dessus. Moi, ce que vous avez, ça serait minimum 7 ans. On a des agréments sur 7 ans. Donc, moi, c'est écrit dans l'agrément la durée d'obligation d'exploitation. C'est-à-dire que dès lors que vous respectez cette durée d'obligation d'exploitation, vous pouvez décider de le vendre. Vous pouvez décider de le changer de destination, de le mettre en location à l'année. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Une fois que vous avez respecté cette obligation, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ça, c'est dans le cadre du 199. Vous pouvez également, dans le même, toujours sur location saisonnière, le faire en 244 quater W. Dans ce cas-là, il n'y a pas la SNC. C'est exactement la même chose. En fait, c'est les mêmes articles, ça fonctionne un peu pareil, mais il n'y a pas la SNC. 2 choses, par contre, vous pouvez le faire toujours. Alors là, il vous faudra toujours votre société d'exploitation commerciale, donc SARL, SA, SAS. Si vous avez une société en fait, commerciale à l'IR, vous allez bénéficier d'un crédit d'impôt de 38,25%. Si vous avez une société commerciale à l'IS, vous allez bénéficier d'un crédit d'impôt de 35%, base défiscalisable. À l'IS, le seuil de déclenchement de l'agrément fiscal est de 1 million d'euros. Donc, en dessous d'1 million d'euros, vous pouvez le faire, ce qu'on appelle en plein droit. Et dans ce cas-là, vous avez besoin de personne, pas besoin de Satya Conseil de l'occurrence. Dès lors qu'après, vous voulez sécuriser votre bien ou le faire en agrément fiscal, il faut confier en fait votre dossier à monter à une société qui est elle-même agréée. Et là, je vous invite à aller voir l'article 242 septies SEPTIES du Code général des impôts qui précise en fait que les monteurs en opération en fait, doivent être agréés sur une liste tenue par le préfet avec un certain nombre de choses à faire. Donc, vous pouvez solliciter la liste tenue par le préfet. Si je vous en parle, c'est bien évidemment que Satya Conseil est agréé. Vous avez sur notre site, dans les documents, vous allez voir en fait les agréments. Donc,
Voilà l'agrément comme quoi on est agréé en fait pour ce type de comptage. Donc en 244 quater W, c'est quoi sur le principe? Vous faites l'investissement et vous allez solliciter après le Trésor public en direct. Donc là, ça passe pas via, on ne va pas aller chercher des investisseurs à l'impôt sur le revenu qui vont apporter des fonds. C'est le Trésor public qui va vous faire un virement de 35% ou de 38,25% de la base défiscalisable. Donc si vous êtes en plein droit, vous faites l'investissement, vous faites votre bilan, vous demandez le crédit d'impôt, mais vous attendez de savoir ce qu'ils vont vous demander pour dire OK, est-ce que vous êtes bien dans les clous, etc. Là, donc, vous demandez un crédit d'impôt a posteriori. Si vous faites l'investissement, vous demandez le crédit d'impôt après. Dans le cas d'un agrément, c'est que vous dites ce que vous allez faire, vous faites ce que vous avez dit, et vous sollicitez le crédit, mais vous avez déjà un quitus des impôts qui était prévenu, en fait, et qui n'a pas la surprise de découvrir, en fait, l'investissement. Voilà. Donc, il y a un petit décalage dans le temps, vous avez compris, de timing, parce que si on est… alors, on fait un dossier 2020-2021, j'ai les fonds d'investisseurs. Ben là, en général, dès lors qu'on a l'agrément, en général, on a déjà prévendu le dossier aux investisseurs. Et matériellement, il nous faut une petite quinzaine de jours. Là, on a même besoin un petit peu moins parce qu'aujourd'hui, les investisseurs nous apportent les fonds, on fait des prélèvements en fait, sur les comptes investisseurs. Donc, le temps bancaire, c'est à peu près 5-6 jours. Donc, on a en gros une grosse semaine pour récupérer les fonds dès lors qu'on a le quitus de l'agrément fiscal en main. Donc, on va dire en 10 jours, on a les fonds. Dans le cas du 244, il faut faire l'investissement. Donc, au moins, par exemple, dans le cas de la location saisonnière, c'est au moins être aux fondations au 31 décembre de l'année de la défiscalisation. Vous faites votre bilan et vous allez demander, en fait, sur la présentation du bilan. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que vous arrêtez rapidement votre bilan, ou votre comptable arrête rapidement votre bilan, et que vous alliez solliciter les impôts, en fait, avec la présentation du bilan. Mais si vous avez fait les fondations, vous allez au moins récupérer au moins 70% des 35%. Mais ça veut dire que ça, c'est au plus vite. Ça veut dire qu'il faut avoir eu tout permis, déposer ça, faire votre bilan avant le 31 mai. Ne pas oublier d'être à jour fiscalement et socialement. Il ne faut pas avoir raté une petite échéance parce que là, ça vous met le dossier par terre. Et solliciter le crédit. Donc, vous allez récupérer 70% de 35%. L'année d'après, la prochaine clôture, là, vous aurez fini votre maison, vous aurez commencé à exploiter et vous pourrez aller solliciter le solde de votre crédit d'impôt. OK. On va prendre une petite question, enfin 2 petites questions. Alors, c'est Yann qui pose la question. Bonsoir, est-ce que ces 2 dispositifs fiscaux s'appliquent dans le cas d'un achat ancien avec travaux de rénovation? Oui, sur le principe. Après, c'est soumis à l'appréciation de la DGFiP. Alors, on va dire, ça dépend d'où on met le curseur. Si les travaux, c'est juste un coup de rafraîchissement, un coup de peinture, l'ancien, ça va être non. Si par contre, on a des travaux lourds de rénovation, la maison est insalubre, là, on va aller vers le oui. La question, c'est à quel… Parce qu'en fait, c'est une négociation de gré à gré entre deux particuliers sur à combien s'achète la maison, etc. On va faire rentrer à ce moment-là, dans la base défiscalisable, on va demander le prix d'achat de la maison intégralement avec le terrain, etc. Si vous imaginez aujourd'hui des terrains bien situés, des vues mer ou des localisations, on arrive à des terrains qui font à peu près 200 €, 200, voire 250 € du mètre carré. Si vous avez un terrain qui fait 1000 mètres carrés et vous avez acheté 200 000 € avec une carcasse, 150 000 €, il n'y aura pas trop de difficultés. Si par contre, il y a déjà une maison et la personne elle a voulu valoriser la maison et tout ça, et le terrain, vous a vendu le projet à 300 350 000 €, ben là, les domaines, donc un service de l'État, va rentrer en ligne de compte et dire non, moi, je ne vous donne pas l'aide sur 350 parce que ça. Et ils vont décoter le bien. C'est là que je parlais tout à l'heure de base défiscalisable. Le base défiscalisable, c'est le prix du terrain. Quand le prix est
et pour l'ensemble du projet. Mais s'il y a déjà une maison dessus, ils ne vont pas forcément donner l'intégralité. Alors après, c'est une discussion de marchand de tapis. C'est ah ouais, mais la maison est là, il faut qu'on mette des attestations de bureau de contrôle, genre Veritas, Socotec, Wapave. Si on a, c'est encore mieux, un certificat d'insalubrité de la mairie. Tout ce qu'on peut faire pour faire pleurer dans les chaumières, c'est parfait dans ce cas-là pour dire attendez, là, c'est une ruine. Vous voulez qu'on améliore, qu'on développe le pays. Donc là, laissez-nous faire quelque chose de cette ruine qui est dangereuse. C'est un danger pour la population, c'est un danger voilà. Et là, on pourra faire pleurer dans les chaumières et apporter de l'aide. Si par contre, elle est super bien située, mais il y a juste un coup de peinture à mettre, on pourra financer quoi? Que les meubles à l'intérieur. C'est grosso modo, c'est tout, quoi. D'accord, ok. Et c'est difficile de l'appréhender parce que ça dépend vraiment là, projet par projet. Si on part de la feuille vierge, on part du terrain jusqu'à la petite cuillère. Quand je dis du terrain jusqu'à la petite cuillère, encore faut-il que l'on puisse exploiter tout le terrain. Si vous achetez un terrain de 10 000 mètres carrés et vous mettez la maison ou les bungalows au fond là, sur 1000 mètres carrés et le reste, vous en faites autre chose parce que vous dites je vais garder ça pour du foncier plus tard, de la réserve foncière, c'est pareil, l'administration fiscale, elle dira non. Il vaudrait mieux à ce moment-là, vous achetez un terrain de 10 000 mètres carrés, vous découpez le terrain, vous mettez de côté pour le projet les 1000, 2000, 3000 mètres carrés que vous avez et vous gardez votre réserve foncière à part. Il faudra dissocier le projet. Ils ne voudront pas financer quand vous avez une possibilité de construction de 1000 mètres carrés sur un terrain de 1000 et vous en faites 100, ils vont dire non. Ce serait trop facile. Ça serait trop facile. En fait, la réserve foncière, on ne va pas vous la financer tout de suite. Ok, mais si vous faites, si vous comptez sur 10 000 mètres carrés, vous faites 20 villas, pourquoi pas? Alors, on prend la question de Jean-Yves. Satia Conseil gère la SNC pendant combien de temps avant la cession des 5 parts? ans. 5 ans. Voilà. 5 ans. Jusqu'à la cession de départ. 5 ans en fait de l'année de la création, de la défisque, les 5 ans de gestion et on la cède la 6e année. Alors, c'est un anonyme, je n'ai pas le nom. J'ai 2 bungalows sur le même terrain et j'ai prévu d'en construire un troisième. Alors, Oui. la question, est-ce que est-ce qu'il peut solliciter, alors je présume parce que ce n'est pas précisé, est-ce qu'il peut solliciter Satia Conseil pour aller chercher cette C'est possible. Alors après, on fait j'allais dire, ça rentre dans les catégories de ce que j'appelle du mouton à 5 pattes, mais on fait aussi du mouton à 5 pattes. Pourquoi? Parce que, en fait, quand je vous expliquais dans le en tout cas du 199, mais après, je ne sais pas, dans la question, il ne dit pas si ces deux magalos-là, s'ils sont déjà en gestion privée, comment ils sont, est-ce que le terrain, il est détachable. On peut très bien financer sur une construction sur sol d'autrui. Avec, il faut une servitude de passage, il faut soit avoir découpé façon parcellaire en fait la villa. Est-ce que le permis, est-ce que c'est des permis qui la division? Comment ça? Techniquement, c'est possible d'avoir ce terrain-là. Alors, sans doute que dans un cas comme ça, sans doute que le terrain va pas détacher, mais peut-être qu'il peut l'être aussi. Mais voilà, sur une construction neuve, sur un magalo, oui, en général, ce qu'on a fait plusieurs fois, c'était j'ai un dossier en tête au diamant sur un terrain de 7000 m². Il y avait une résidence principale. On a détaché la partie de la résidence principale. D'ailleurs, après, la résidence principale, on l'a refinancée pour la mettre dans le projet. C'était bien. Et on a fait 5 bungalows autour. En agrément fiscal, on a détaché la parcelle. De toute façon, c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas, ouais. Mais sur le principe, oui, la réponse est oui, c'est gérable. D'accord. Alors, il y a Sandrine qui pose la question suivante. Le montage et le plan de financement tiennent-ils compte également des fonds européens? Alors, c'est compliqué. Techniquement, on peut cumuler des fiscs et fonds européens. Pratiquement, c'est ingérable. Donc, et vous avez plus d'aide avec les fonds européens qu'avec la DIFISC. Donc, si vous voulez solliciter les fonds européens, je vous invite à solliciter les fonds européens sans la partie DIFISC. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on le fait en DIFISC, c'est la SNC. En fait, les contrats, ils sont tripartites. Fonds européens, SNC et porteurs de projet. Et le pivot, c'est la SNC. Il faut savoir que les fonds européens viennent diminuer la base défiscalisable. Donc, si vous sollicitez une subvention, vous faites un dossier d'1 million d'euros, vous sollicitez une subvention de 200 ou 300 000 euros au fonds FEDER, la base défiscalisable va être à ce moment-là de 700. Et aucune banque veut préfinancer les 200 000 euros
et on n'a pas de garantie et d'échéance d'arrivée des fonds. Donc, ça peut être la cerise sur le gâteau. Donc, si vous avez les 200 000 euros à mettre, parce que le problème aujourd'hui, c'est que si les 200 000 euros n'arrivent pas, il va bien falloir payer le terrain, les entrepreneurs, les machins, les trucs. Et si on n'a pas les fonds, on fait comment? Le projet, souvent, il est au milieu du gué. Donc, si vous n'avez pas de problème de trésorerie, si vous pouvez préfinancer les fonds européens, c'est gérable. Mais si vous attendez après les fonds européens pour le faire, c'est compliqué. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions pour l'instant. Ok, donc ça, on était sur l'allocation saisonnière. On peut passer sur le deuxième volet, si vous voulez bien, sur le logement dit intermédiaire. Alors, sur les logements dits intermédiaires, là, on ne parle plus de 199, on ne parle que de 244 ²W. Le logement dit intermédiaire, c'est la location à l'année, en fait. Alors, ça plaît mieux actuellement auprès des banques. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette notion de Covid, et puis le logement, il en faut toujours. Selon les départements, en tout cas, il y a des besoins. Aujourd'hui, la loi qui nous est actuellement proposée, elle est vraiment super intéressante. Alors, elle va se retrouver en concurrence avec d'autres produits comme le Pinel ou autres, mais elle le bat ou elle l'écrase platement sur les rentabilités. Alors, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais tout à l'heure, en fait, dans la location saisonnière, je n'ai pas parlé de plafond. Si vous voulez construire à 3 000 euros du mètre carré, la base défiscalisable, c'est 3 000 euros. Mais si vous mettez des matériaux nobles ou autres et vous allez construire à 6 000 euros, la base défiscalisable, c'est 6 000. Il n'y a pas d'écrêtement de base. L'administration fiscale ne va pas vous dire vous mettez de la brique alors que vous mettez du bois, vous mettez des carrelages à 100 euros du mètre carré alors que vous pourriez en mettre à 20, et ne regarde pas ça. C'est à vous de catégoriser le produit. Est-ce que vous voulez être dans la maison des trois petits cochons, la paille, la brique ou le bois? C'est votre choix. C'est pas, l'administration fiscale n'a pas de regard là-dessus. Si ce n'est après qu'il faut être cohérent. Combien vous allez louer? Est-ce que vous allez avoir la clientèle pour? On est dans une logique économique et pas une logique de plafond. Je suppose que tu dis ça, c'est pour faire le lien avec le logement intermédiaire. Exactement. Qui, lui, doit être plafonné. Voilà, le logement intermédiaire, il y a une des contraintes qui est le prix du mètre carré. Le prix du mètre carré qui a été fixé par l'administration fiscale, qui est revu tous les ans, donc là on attend le prochain. Je vous donne celui d'aujourd'hui, 2 664 euros du mètre carré. Ça veut dire que si vous construisez, quand je dis vous, parce que voilà, vous pouvez faire également la promotion, ou si vous achetez un promoteur à 3 500 euros du mètre carré, ça sera plafonné à 2 664 euros du mètre carré. De quoi? De surface finançable. La surface finançable, c'est la surface habitable plus les varangues, les terrasses limitées à 14 mètres carrés. Donc, si vous avez une terrasse qui fait 24 mètres carrés, ça sera écrété à 14. 14 okay. Donc, la surface, le prix mètre carré, 2 664 euros. Il y a une contrainte de durée d'exploitation qui n'est pas contraignante, qui est de 5 ans. Dans les lois immobilières, des durées d'obligation face à des lois, on a l'habitude, hein, c'est en général entre 6 et 12 ans, selon les différentes lois, les différents régimes, etc. Là, elle est de 5 ans. La date de 5 ans, d'ailleurs, elle est un peu couillonne parce que les baux de location étant de 3 ans et des multiples de 3, en général, si on va au terme du bail, dire que vous ne pourrez pas mettre le locataire, quand bien même vous aurez fini votre obligation de défiscalisation pour 5 ans, si le locataire il a un bail classique, vous serez encore obligé de le garder encore 1 an et vous pouvez lui envoyer son congé dans 6 mois parce qu'il pourra rester 6 ans si vous voulez d'ici 7 ans. Mais la loi, c'est 5 ans, d'obligation d'exploitation. Il y a des conditions de ressources de locataire, mais les conditions de ressources du locataire, encore une fois, ce n'est pas une contrainte qui est énorme. Aujourd'hui, les conditions de ressources du locataire, pour donner un exemple, sur un couple avec un enfant, c'est 64 700 euros de revenus. Vous mettez à peu près, donc on va dire un petit peu moins de 65 000, et vous mettez à peu près 5 000 euros par enfant à charge. Donc un couple avec 2 enfants, c'est 70 000 euros de revenus. Ça laisse de la place pour payer le loyer. Il y a une quatrième contrainte qui est le plafond de location. Le plafond de location,
en Martinique, comme en Guyane ou à La Réunion, c'est 15 € du mètre carré donc par mois, donc 180 € de la surface finançable par an. Là encore, ce n'est pas une grosse contrainte parce que si vous regardez sur différentes communes, économiquement, on n'arrive pas toujours à louer à ce prix-là. Donc, ça fait en gros un 80 mètres carrés à 1100 et quelques. Et quand on regarde les niveaux par rapport aux conditions de ressources du locataire, en général, on est de l'ordre de 20 à 25% d'endettement de locataires occupants par rapport au loyer si on est au loyer plafond. Donc, on n'a pas des loyers plafonds trop bas, on a des conditions de ressources locataires qui sont cohérentes, on a un prix de marché, un prix de construction qui n'est pas trop bas. Quand je dis 2664 €, pour mettre en corrélation avec les bailleurs sociaux, achètent les bâtiments aux promoteurs aux alentours de 1850 € du mètre. Donc, ça tourne, le modèle tourne bien. Là, tout à l'heure, je disais tout à l'heure à Eric, je faisais tourner un modèle parce que j'ai un programme sur Saint-Laurent-du-Maroni, donc en Guyane, où on arrive à 20% de rentabilité. En confiant la gestion à donc là j'ai 2 offres en fait de Arthur Lloyd's et de Guy Hockey. On n'a pas mis au taquet de 15 €, on est à 14,70 je crois en fait du mètre carré par rapport au tarif que nous a suggéré en fait Arthur Lloyd, je crois celui-là. On a les frais de gestion d'Arthur Lloyd avec la garantie de loyer impayé. En fait, en gros, sur un T4, en mettant 32 000 € d'apport l'année N, sans effort de trésor sur les 5 années, la 6e année, on ressort 117 000 € si je ne m'abuse, ce qui fait une renta à 20%. Je vous défie de trouver un produit où vous mettez 32 000 € et que vous en sortez 117 et avec un prix de vente, bien évidemment, il y a toujours la solution avec un prix de vente suggéré en fait du prix d'achat avec une décote de 10%. C'est-à-dire qu'on n'anticipe pas en fait une augmentation du prix, mais un truc qu'on a acheté 2621, je crois là, du mètre carré, on dit on le vendrait 2621 moins 10%. Parce que, pourquoi moins 10 ? Parce que si on a encore d'autres produits, la concurrence, ça serait d'autres produits qui sont défiscalisables, qui seraient en concurrence avec eux-mêmes. Autrement, il n'y a pas de raison de dégrader, si ce n'est à dire qu'on a acheté trop cher, y compris à défis, le produit. Donc, ça tourne pas mal. Et là, le schéma, c'est quoi ? C'est pareil, vous créez une société commerciale. Alors, d'ailleurs, société commerciale ou pas, on a un débat avec notre avocat fiscaliste actuellement sur le sujet, parce que j'ai des agréments avec des SCI et le texte parle de société commerciale. Et il nous dit, ouais, mais il faudrait le faire comme les autres, comme le logement, la location saisonnière, il faudrait le faire en SAS ou en SARL, à l'IS. C'est le texte, mais aujourd'hui, on a déjà eu des agréments avec des SCI. Donc, est-ce que c'est une lecture ? Bon, lui, il a une lecture stricte du texte. Il dit, bon, c'est plus prudent de le faire. OK, c'est plus prudent. Mais bon, de toute façon, nous, la prudence, on y va à l'agrément. Donc, une fois qu'on a l'agrément, on leur a bien dit que c'était une SCI à l'IS qui faisait le dossier. J'ai d'ailleurs voulu aller voir les impôts ici pour leur demander de le faire un SCI à l'IR. Bon, ils ont bien vu la différence entre IR et IS. Là, ils m'ont dit non. Je dis, ouais, mais je pouvais avoir une lecture d'un petit peu à 38-25. Ils m'ont dit non, c'est à l'IS. Donc, j'ai transformé ma SCI à l'IR entre SCI et l'IS. J'ai essayé à l'IR, ça n'a pas marché. Et puis, ils m'ont fait à l'IS et j'ai eu mon agrément pour 2 maisons à Riversal. D'accord. Et là, c'est pareil. L'histoire des 35%, sortie du bilan, sollicitation des 35%, année d'achèvement des 70% à la gestion de plantation et le sol à la livraison. Ok. J'espère que. Alors, il y a une question de Luc. La location intermédiaire, est-ce que c'est du meublé ? Non, c'est nu. On est sur du nu. Ouais, et justement, c'est même très nu. Ils arrivent à nous dégrader les impôts. Par exemple, si vous voulez faire une maison en location intermédiaire avec piscine, il va falloir retraiter du coup la piscine. Ils vont nous demander de sortir le coût de la piscine parce que la piscine est un accessoire.
en l'occurrence considéré luxueux. Si vous mettez un spa ou autre, il va falloir enlever du coût de revient, ça ne va pas rentrer dans la base défiscalisable. Ils vont nous la retraiter. Des fois, ils nous retraitent le nombre de places de parking. Des fois, ils nous disent on vous accepte une place de parking. Or que le PLU peut en demander 2 par logement. Il nous demande la valorisation d'une place pour enlever 5, 10 000 euros du coût de revient pour retraiter ça. Donc, la réponse, non, c'est sûr. Et la cuisine, en l'occurrence, pour la cuisine, c'est le meuble sous évier basique, basta. On ne peut pas faire une cuisine équipée, il faut nous la retraiter. D'accord, ok. Par exemple, c'est le cas classique où il faut enlever. En général, c'est un peu couillon parce que vaut mieux, moi, à mon sens, vaut mieux faire la cuisine équipée et retraiter une cuisine équipée 3 à 4 000 euros, machin, et retraiter les 3 à 4 000 euros de la base. Mais il est plus intéressant de le faire une cuisine équipée parce que le locataire, vous allez le mettre dedans, il va poser des trucs, il va saloper la cuisine, il va la cuver, il va percer. Moi, je le ferai en cuisine. Voilà, je le ferai en cuisine équipée, mais sans ça sera retraitable. Voilà, d'accord, ok. Et bien évidemment, après, on ne parle pas des meubles meublants, parce que là, c'est pas question, quoi. Alors, il y a José qui pose la question, quel est le nom de la loi? L'article 244, quater W. Alors, quater, Q-U-A-T-E-R. W, voilà. Voilà, ok. Je pense qu'elle a l'information. Du Code général des impôts. Voilà. Est-ce qu'il y a... alors, tu parlais de la durée, des conditions de ressources, du plafond de location, de la piscine qui n'était pas... qui ne rentrait pas en compte dans le calcul de la réduction de l'impôt. Est-ce qu'il y a autre chose qui... non, là, je pense. Alors, je vais balayer un petit peu ce que la petite note qu'on a fait que tu pourrais envoyer en fait aux différents porteurs de projets. Alors, je rebondis. Alors, tu as dit que sur la Guyane, tu as un programme avec 20% de renta. Est-ce que tu as des programmes comme ça qui confèrent les mêmes rentabilités ou sur la Martinique? En Martinique, j'en ai pas encore. J'en ai un dans le pipe qui sera à Saint-Joseph. Aujourd'hui, entre 9 et 12 appartements sur Saint-Joseph, du T3, T2. Et je vais en avoir un, a priori, une trentaine de logements sur Fort-de-France, Jardin des Clients. Voilà, mais j'attends le programme. Ça, c'est dans le cas où, en fait, où vous voulez acheter, des lots à un promoteur. Sachant que dans le même cas, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez la chance d'être bien né ou de pouvoir trouver un terrain, vous pouvez tout à fait également le faire à titre individuel, le faire un petit, là je fais pour un promoteur privé, entre guillemets, sur Trois-Îlets, qui fait 4 appartements. Au tout début d'ailleurs, la première fois qu'il était venu voir il y a 1 an ou 2, c'était 4 appartements en location saisonnière. Et là, c'est devenu 4 appartements dans le logement intermédiaire. C'est toujours 4 d'ailleurs. Et voilà, il est parti d'un petit terrain. Le terrain, je crois, il doit faire 200-300 mètres carrés. Et il fait un petit immeuble de 4 appartements. Donc, il fait son petit projet perso là-dessus. C'est purement du patrimonial. Mais il faut trouver le terrain, il faut trouver la petite dent creuse, il faut trouver le petit truc. Et ça va être plus facile, par contre, à financer aujourd'hui que 4 appartements location saisonnière. À date d'aujourd'hui. Oui, c'est voilà. puisqu'il y a un besoin de logement. Et je vois que tu as quand même des groupes comme Action Logement et puis le projet même de ville, Cœur de Ville, qui pousse les investisseurs à réhabiliter les centres-villes justement pour le logement social et voire intermédiaire. Il y a Jean-Yves qui pose la question, y a-t-il un profil type pour être client chez Satia? Non. Investisseur ou exploitant, c'est
s'adapte. Voilà. Je pense que… Alors, j'espère que… je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Donc, je te laisserai donner, si tu veux, à ce moment-là, les coordonnées de Satya Conseil. Moi, alors, en Martinique, j'ai 2 commerciales, Séverine ou Pascal Le, qui pourront justement vous accompagner, qui sont rodés sur ces schémas-là. J'ai un directeur général adjoint qui est en Guyane, Sylvain, qui travaille en collaboration avec Séverine et Pascal, qui lui s'occupe particulièrement des dossiers de montage d'agrément fiscal. Et si vous avez des projets également en Guadeloupe ou en Guyane ou à La Réunion, sachez, comme je disais tout à l'heure, qu'on est physiquement présent sur ces départements-là avec des équipes commerciales pour vous accompagner en fait, sur place. Sur ces projets-là. OK. Oui. Eh ben, je pense qu'on arrive au terme de ce webinaire. Merci Eric, merci à toutes et à tous. Merci à toi, Carl. J'enverrai effectivement les plaquettes de présentation que tu m'as transmises. Donc, j'enverrai à toutes les personnes qui ont suivi ce webinaire avec tes coordonnées, avec l'adresse aussi de tes bureaux, pour que si des personnes qui veulent aller un petit peu plus loin dans la démarche puissent rentrer en contact avec Satya Conseil. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, merci à tous, merci à tous et à toutes qui ont suivi ce webinaire. Carl, je te remercie au nom du club. Je pense qu'on aura l'occasion de se revoir plutôt en présentiel. Et je te souhaite d'ores et déjà une bonne soirée et un bon week-end. Merci, un bon week-end. Voilà. Merci, à bientôt.